Bienvenue sur Capital Santé. Nous sommes au King Faisal Hospital à Kigali, Rwanda, avec le docteur Augustin Limba. Docteur Augustin Limba est expert en chirurgie digestive, minimally invasive surgery ou laparoscopie. Docteur, parlez-nous de votre parcours. Bonsoir. Tout d'abord, merci de me permettre de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Dans mon parcours, il est un peu complexe, mais simple à la fois. Donc, après mes études au Cameroun, mes études primaires et secondaires au Cameroun, donc dans les années 1990, j'ai été en Belgique pour une formation de médecine. J'ai fait mes 7 années de médecine à l'époque. Et en plus, 6 années de chirurgie, dans la chirurgie abdominale. Et je suis chirurgien digestif depuis 2006. Et en quoi consiste votre spécialité? Ma spécialité consiste à tout ce qui est viscère, abdominal, donc tout ce qui concerne le tube digestif, donc en allant de l'œsophage jusqu'au niveau de l'anus, en passant par l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. On fait aussi la chirurgie hépatobiliaire et la chirurgie pariétale. Voilà en quoi ça consiste la chirurgie digestive. Et quel type de maladie vous soignez? Donc, principalement, ce qu'on soigne ici ou en Belgique ou en Europe, c'est les pathologies liées au tube digestif. Donc, par exemple, les pathologies des voies biliaires, les lithiases vésiculaires, le reflux gastro-œsophagien, les cancers du tube digestif, de l'estomac, du côlon, peu importe, les pathologies hernières de la paroi, donc les hernies et les éventrations, principalement. Alors, si vous permettez, docteur, on va aller vraiment étape par étape du tube digestif. On va commencer par l'œsophage. Quel type de maladie on peut avoir au niveau de l'œsophage? Donc, principalement au niveau de l'œsophage, ce qu'on a le plus fréquemment, c'est des maladies de type reflux inflammatoire, qui est dû au fait que le contenu de l'estomac remonte dans l'œsophage, et comme ce contenu est acide, ça provoque des problèmes d'irritation qui peuvent créer des ulcérations et au long cours, ça peut entraîner des problèmes de sténose. Ça, c'est la pathologie qui est non cancéreuse et bien entendu, on peut rencontrer des pathologies cancéreuses dans les cancers de l'œsophage. Alors, pour nos téléspectateurs, docteur, des fois, quand on sort de chez le médecin avec un résultat, on voit pour l'œsophage, on voit marqué œsophagite. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une inflammation, une œsophagite, c'est une inflammation de la muqueuse de l'œsophage qui est le plus souvent due à un reflux acide du contenu de l'estomac vers l'œsophage. Donc, ça entraîne une inflammation de la muqueuse, donc cette inflammation, on appelle ça une œsophagite. Il y a différents grades. Et ça, nos collègues gastro-entérologues, c'est eux qui managent ça le plus, c'est eux qui font les endoscopies, donc la fibroscopie et la gastroscopie. Et dans certains cas, le traitement est d'abord hygiéno-diététique pour faire les règles alimentaires, le comportement alimentaire. Et puis, quand ça ne suffit pas, nos collègues gastro-entérologues mettent en place un traitement médicamenteux. Et dans certains cas, ces médicaments, malgré tous ces efforts, ça ne suffit pas. Et bien, on arrive à la chirurgie pour rétablir la fonction du sphincter œsophagien inférieur. D'accord, donc après l'œsophage, maintenant on descend et on arrive au niveau de l'estomac. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie? Et bien, de nouveau, au niveau de l'estomac, on peut avoir plusieurs sortes de maladies, donc des maladies ulcéreuses et inflammatoires aussi, donc une gastrite. Ça, c'est le domaine de nouveau des gastro-entérologues, la gastrite, l'ulcère gastro-duodénal. Et évidemment, on peut aussi avoir des maladies cancéreuses. Alors, aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment au niveau des maladies. De la jonction résogastrique, voilà. Du reflux gastro-œsophagien. Alors, docteur, on est en Afrique, beaucoup de personnes se plaignent en permanence de « ça me brûle, j'ai l'estomac ».
En fait, qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les facteurs de risque? Pourquoi les gens ressentent ça régulièrement? En fait, dans la situation la plus classique, la situation normale, c'est que entre l'œsophage, qui est le tube qui conduit les aliments ou les boissons de la bouche jusqu'à l'estomac, à la jonction entre l'œsophage et l'estomac, il y a ce qu'on appelle un sphincter œsophagien inférieur, qui, quand il fonctionne bien, permet la fermeture du clapet, dont le contenu de l'estomac ne peut pas remonter dans l'œsophage. Donc, dû à certaines circonstances alimentaires, aux habitudes alimentaires, au comportement alimentaire, les gens qui fument, les alcooliques, les gens qui boivent de l'alcool, qui prennent beaucoup de café, ou les repas copieux, donc ça agit sur ce sphincter, donc ça le relâche. Donc comme il ne se ferme plus, eh bien, le contenu de l'estomac a tendance à remonter vers l'œsophage. Et donc du coup, comme la muqueuse de l'œsophage n'est pas préparée à recevoir cet acide, eh bien, ça crée des sensations de brûlure. Ça, c'est les symptômes les plus classiques, c'est les sensations de brûlure. Et parfois, on a des régurgitations carrément alimentaires. Et souvent, c'est beaucoup plus important le soir, parce que en position allongée, le problème s'accentue. D'accord, donc en conseil pour les personnes qui ressentent ça, quelle est la première démarche pour s'assurer de ce qui se passe exactement à l'intérieur? Eh bien, la première démarche, ce serait de consulter un médecin, et de préférence un gastro-entérologue, si c'est disponible, qui va interroger le malade et poser le diagnostic. Et après ça, on va essayer, la première étape, c'est de modifier, comme j'ai dit, les comportements hygiéno-diététiques, donc alimentaires. C'est-à-dire, souvent, essayer d'éviter le café, essayer d'éviter les boissons alcoolisées, les boissons gazeuses, des repas copieux. Par exemple, le soir, il vaut mieux manger léger le soir que manger un repas copieux. Et dormir il faut prendre la peine de dormir, aller au lit 3 heures après avoir mangé, pas avant. D'accord, donc par exemple, quelqu'un qui dort vers 23 heures, il doit manger au plus tard. 20 heures. D'accord. Idéalement. Et alors, donc, ok, la personne observe, va voir le gastro-entérologue, les examens concrets, parce que c'est ça qui perd un peu les gens, c'est qu'on va chez tel médecin, on peut avoir telle demande d'examen. Pour ces symptômes, je vais voir un gastro-entérologue, comme vous dites. Quels sont les examens que je suis censé vraiment faire pour être sûr de faciliter le travail du médecin en termes de diagnostic? Principalement, le médecin qu'on va voir, soit le médecin interniste, le médecin généraliste ou le gastro-entérologue, il y a des symptômes qui sont typiques. Comme on a dit, le reflux gastro-œsophagien, les éructations, des raux. Et bien, parfois les gens se plaignent que quand ils se penchent vers l'avant, ils ont du brûlant. Et bien, il y a des symptômes qui sont typiques. Certains symptômes sont atypiques. Donc, on peut avoir des symptômes de la sphère ORL, développer des otites, ou même les problèmes de laryngite et des trucs pareils, la raucité des voix, ou des toux. Ça, c'est par rapport à, ça fait penser à des symptômes pulmonaires, des toux sèches chroniques. Et bien, devant ces symptômes-là, et bien, ça attire l'attention du médecin. Si c'est un gastro-entérologue qui peut faire de l'endoscopie, et bien, il fera le premier examen à faire, ce sera une endoscopie haute, donc une gastroscopie, qui permettra de poser le diagnostic. Et bien, si le médecin n'a pas la possibilité, que c'est un médecin interniste, et bien, il faut référer alors le patient à un gastro-entérologue pour pouvoir faire la fibroscopie, la gastroscopie communément. Alors, merci. Alors, vous parlez de l'endoscopie, c'est quoi comme type d'examen? Ça se passe comment, l'endoscopie? Parce que moi, je me mets à la place de quelqu'un qui a ces symptômes-là. Le médecin me dit, faites l'endoscopie, me fait une ordonnance. Moi, je dois me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je suis en train de mourir. Ça, c'est le domaine de mes collègues gastro-entérologues, donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de parler de ça. Donc, l'endoscopie digestive, c'est un examen qui permet, avec un tube relié à une caméra, d'accord. Ça peut se faire le patient éveillé, on passe par la bouche, parfois ça peut arriver qu'on passe par le nez en fonction, mais avec une caméra, on va regarder toute la filière haute, donc on passe par la bouche, hop, on passe dans l'œsophage, et ça permet d'aller dans l'estomac. C'est un examen qui permet de visualiser toute la filière jusque dans l'estomac. Et c'est quoi la différence avec la fibroscopie? C'est la même chose. C'est deux termes, donc la fibroscopie haute. D'accord.
Ah, ça, c'est important à comprendre. Voilà, nos collègues gastro-entérologues ou certains médecins qui sont formés à faire de l'endoscopie digestive, qui peuvent cet examen. C'est un examen qui peut être désagréable. Donc, c'est la raison pour laquelle certains patients, certains collègues suggèrent de faire ces examens sous narcose, sous sédation. Donc, le patient est sédaté, donc il est légèrement endormi pour le confort et du patient d'abord et de l'examinateur. Et alors, vous avez dit que souvent ces brûlures, c'est lié à peut-être ce qu'on mange. Il n'y a pas de bactéries, des fois, qui peut être à l'origine des brûlures d'estomac? Principalement, non. Il y a une bactérie qui est souvent décrite, qui se retrouve plus souvent au niveau de l'estomac. Cette bactérie n'est pas à l'origine du reflux gastro-œsophagien, mais cette bactérie peut créer des problèmes au niveau de l'estomac, des gastrites ou des ulcères gastriques. Et ça, de nouveau, nos collègues ont bien documenté, les gastro-entérologues. Donc, cette bactérie-là, quand elle est présente, il faut l'éradiquer. Elle pose plus de problèmes au niveau de l'estomac. Et et cette bactérie, parce que je crois que j'ai entendu parler de cette bactérie, Helicobacter pylori. Donc, cette bactérie est plus au niveau de l'estomac. En tout cas, elle nous pose des problèmes. Elle pose des problèmes aux patients que quand elle est présente au niveau de l'estomac. D'accord. Si elle est ailleurs dans le tube digestif, elle ne pose pas de problème. Mais dans l'estomac, elle pose problème. Donc, le médecin gastro-entérologue fait aussi Donc, pendant sa gastroscopie, la plupart du temps, et parfois systématiquement, quand il y a la possibilité, ils font des biopsies pour pouvoir analyser et voir la présence de cette bactérie. Alors, et quand on a des brûlures, qu'on va voir le gastro-entérologue, à quel moment il faut voir un spécialiste comme vous? Donc, moi étant chirurgien, en principe, comme on a dit, la plupart du temps, souvent, le traitement est géré par nos collègues gastro-entérologues. On fait des mesures hygiéno-diététiques qui souvent aident, mais ce n'est pas ça qui résout le problème. On entreprend un traitement médicamenteux qui consiste en une association des antiacides ou des tamponnements au niveau digestif. Donc, chez certains malades, il y a des indications pour lesquelles, quand le reflux est sévère, il y a un échec du traitement médical qui a été mis en place et un traitement qui a été bien suivi. Dans ce cas-là, il faut référer le malade et c'est dans ce cas-là que nos collègues gastro-entérologues nous réfèrent le malade pour une prise en charge chirurgicale. L'autre possibilité, l'autre situation, c'est le choix du malade. Parce qu'il faut savoir que ce problème, comme c'est un problème mécanique, quand on a ce reflux dû à une béance cardiaque ou peu importe, et qu'on a ce reflux gastro-œsophagien, c'est un traitement qu'on doit prendre au long cours. Ce n'est pas comme une gastrite ou un ulcère où au bout d'un mois ou 2 mois de traitement, vous êtes guéri. Quand vous avez un reflux gastro-œsophagien, vous devez prendre votre traitement au long cours. Et bien, il y a certains patients qui vous disent, écoutez docteur, je n'ai pas envie de prendre ce médicament pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc voilà, c'est une indication de pouvoir faire de la chirurgie anti-reflux, qu'on appelle la chirurgie, l'intervention de Nissen, ou de Toupet, qui consiste à refaire une valve autour de l'œsophage pour arrêter ce reflux. Alors docteur, je vais revenir, je vais vraiment insister à poser des questions pour mieux comprendre et que les téléspectateurs comprennent aussi. Alors on a parlé de reflux gastro-œsophagien, on a parlé de gastrite, on a parlé d'ulcère. Alors c'est quoi les différences de... Donc, est-ce que l'un peut induire l'autre? Oui, donc les ulcères, on peut définir ça comme une espèce de plaie. On peut avoir des ulcères, le plus souvent c'est au niveau de l'estomac et du duodénum, donc ulcère gastrique et gastro-duodénal. Mais quand on a un reflux gastro-œsophagien qui est important, ça peut créer aussi des ulcérations au niveau du bas œsophage, puisque cet œsophage qui est exposé, la muqueuse œsophagienne qui est exposée à ces reflux acides, crée des ulcérations, c'est des espèces de blessures, de plaies au niveau de la muqueuse. Donc on peut avoir des ulcérations, le plus souvent c'est au niveau gastro-duodénal, mais on peut en avoir au niveau de l'œsophage dû à un reflux gastro-œsophagien. Donc ça c'est des problèmes d'ulcère. Donc c'est des plaies. Et quand on a des œsophagites, comme on a dit, des problèmes de gastrite ou d'œsophagite, ça c'est juste une inflammation de la muqueuse sans plaie, sans blessure. Alors. Et le reflux gastro-œsophagien, oui.
ça c'est le fait que certains patients présentent uniquement des épigastralgies, donc ils ont mal au niveau épigastrique, donc ils ont mal à l'estomac, donc on pose le diagnostic d'ulcère ou de gastrite, qui est traité. Dans le reflux gastro-œsophagien, c'est le contenu acide de l'estomac qui a tendance à remonter et qui remonte dans l'œsophage. Donc c'est souvent, comme on a dit, c'est dû à un problème de compétence de la valve, c'est un problème mécanique. D'accord. Donc du fait que cet œsophage reçoit de l'acide en provenance de l'estomac, eh bien, cette partie-là est irritée et ça crée des douleurs et ça brûle. D'accord. Donc, là, c'est pour l'œsophage. Pour la gastrite maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette inflammation au niveau de cette muqueuse de l'estomac? Une des causes qui n'est probablement pas la principale, et ça les gastro-entérologues le savent mieux que moi, c'est cette fameuse bactérie, Helicobacter pylori. D'accord. Et quand elle est présente, elle crée une inflammation de façon chronique. D'accord. Ben, il y a des situations de stress qui modifie la sécrétion acide au niveau de l'estomac, qui fait que cette barrière de mucus qui protège la muqueuse de l'estomac est altérée, donc l'acide qui est agressif est au contact de cette muqueuse, et bien, ça crée une inflammation ou une ulcération. D'accord. Et donc, si la gastrite n'est pas soignée, si ça dure longtemps, c'est ça qui entraîne à l'ulcère de l'estomac? Ah, ça peut entraîner ces deux entités qui peuvent être séparées. D'accord. D'accord. Et en termes de traitement pour ces trois niveaux de maladie de ce tube digestif, c'est le même traitement? Oui, c'est le même, à la base, c'est le même traitement, puisque nos collègues gastro-entérologues prescrivent des inhibiteurs des antiacides, des inhibiteurs de la pompe à protons, qui fait qu'on doit bloquer la production d'acide dans l'estomac pour permettre une cicatrisation de la muqueuse. Et donc, pour le traitement de la gastrite et de l'ulcère gastro-duodénal, c'est la même chose, c'est des antiacides. Et parfois, on associe à ça des traitements, des neutralisants, comme on appelle ça. Donc, puisque en bloquant la pompe, la production d'acide, ce n'est pas suffisant, eh bien, on prend des médicaments pour neutraliser l'excès d'acide qu'il y a dans l'estomac. Donc, quand on a le reflux gastro-œsophagien, puisque le même problème se pose, puisque c'est l'acide gastrique qui est à l'origine de cette situation, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prescrit de nouveau des antiacides, puisque le reflux, il est toujours là. Sauf que comme il n'est plus acide, eh bien, ça ne crée plus les symptômes, ça ne brûle plus. Et donc, on peut aussi associer à ça des tampons ou certains médicaments qui tapissent une espèce d'écran pour protéger la... Donc souvent c'est une association de un ou deux médicaments qu'on utilise pour pouvoir associer à des mesures, comme on a dit, hygiéno-diététiques. D'accord, donc... À elles seules ne suffisent pas, souvent, dans la plupart des temps. Et parfois on a des situations où les gens n'ont pas de reflux gastro-œsophagien, ils prennent du poids. Surcharge pondérale, et bien, on prend 10, 15 kilos, parfois même un peu moins, et bien, on n'avait pas de reflux avant et le reflux gastro-œsophagien apparaît. On est symptomatique. Et dans ce cas-là, la première des choses à faire, c'est de reperdre le poids qu'on a pris. Et les choses vont rentrer souvent dans l'ordre. D'accord, donc si j'ai bien compris, les personnes qui prennent du poids à un moment donné, ils peuvent avoir le reflux gastro-œsophagien lié à la prise de poids. Lié à la prise de poids. Donc ça modifie de nouveau la fonction de ce clapet, comme on disait, au niveau de l'œsophage inférieur. Donc la prise de poids fait que ce clapet s'ouvre. Ça arrive aussi chez les femmes enceintes avec la grossesse. Elles se plaignent plus souvent de reflux gastro-œsophagien dû au fait qu'il y a des modifications anatomiques qui se font. Alors ce clapet est vraiment important. Qu'est-ce qui peut donc fragiliser ce clapet pour qu'à un moment donné, il ne se ferme plus bien? Donc ce clapet est physiologique, il est en place. Donc il y a certaines situations qui favorisent ça. Donc par exemple, le fait que l'estomac remonte dans le thorax, avec les différences de pression entre l'abdomen et le thorax, fait que ce clapet, puisqu'il n'est plus à sa place en écran abdominal, eh bien, il reste ouvert. C'est comme si une porte qui n'est pas fermée. Eh bien, ça favorise la remontée d'acide du contenu gastrique dans l'œsophage. Donc
Donc nous, sur le plan chirurgical, ce qu'on fait, c'est essayer de restaurer la fonction de ce clapet. Alors revenons justement à votre spécialité, le plan chirurgical. Comment ça se passe exactement? Quelqu'un qui, avec tous les examens, est obligé de passer par vous. Qu'est-ce qui se passe en premier lieu quand vous recevez quelqu'un à ce stade-là? Voilà, on reçoit les malades, enfin, on voit le malade de deux façons. Soit le malade vient consulter le chirurgien digestif de prime abord. Donc à ce moment-là, nous on initie aussi la mise au point. Donc une mise au point consiste à faire à demander une fibroscopie, une gastroscopie. Donc je réfère le malade à mon collègue gastro-entérologue qui fait la mise au point, qui fait la fibroscopie pour confirmer. Et l'autre possibilité, c'est que le malade vient à nous via le gastro-entérologue ou un autre médecin interniste qui a géré le malade, qui a posé le diagnostic, suite à un échec du traitement ou à la volonté du patient, eh bien, on nous réfère le malade. Et dans ce cas-là, nous, on reçoit le malade souvent déjà avec un diagnostic. On discute avec le malade pour lui donner les différentes possibilités. Et ce qu'on fait souvent, il y a deux techniques les plus courantes, c'est l'intervention lénicienne ou l'intervention de Toupet. Et on fait cette intervention par voie laparoscopique. C'est-à-dire? C'est la chirurgie, la laparoscopie, comme vous le savez, c'est la chirurgie à ventre fermé, par les petits trous. On ne va plus parler de tous les avantages parce que c'est connu maintenant de la chirurgie laparoscopique. Donc, ça diminue le séjour hospitalier, le traumatisme pariétal, le confort du malade, les gens retournent plus vite au travail, il y a moins d'infections, voilà, c'est connu, ça a beaucoup de bénéfices. Donc, on le fait par caméra, par les petits trous. On utilise en général 4 ou 5 petits trous. Et ça nous permet d'aller restaurer cette fonction de ce sphincter œsophagien inférieur. Donc, souvent, quand c'est le cas, si c'est associé à une hernie hiatale, donc ça veut dire qu'une partie de l'estomac remonte dans le thorax. Chirurgicalement parlant, on remet ce cardiaque, donc la jonction œsogastrique, en intra-abdominal et on confectionne une valve autour de l'œsophage. Et c'est cette valve qui restaure la fonction du sphincter œsophagien inférieur du lys. Donc ça empêche le reflux gastro-œsophagien. En général, les patients sont soulagés assez rapidement. Ils ne vous décrivent plus ces reflux. Donc ils sont guéris complètement. Ils sont guéris, voilà. Donc il faut savoir aussi que comme c'est chirurgical, c'est le plan chirurgical, comme on refait une valve, c'est comme si on avait fait une cravate autour du cou. Et bien, cette valve fait que dans certaines situations, dans le post-opératoire, et bien, dans les premières semaines, les 2 premières semaines, souvent les patients vous décrivent des dysphagies, ont des petites difficultés à avaler. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter un régime dans les premières semaines qui suivent l'intervention. Le temps de la cicatrisation. Le temps de la cicatrisation, en général, après le premier mois, tout rentre dans l'ordre. Du coup, ils n'ont plus de reflux gastro-œsophagien. Donc, on peut confirmer auprès des téléspectateurs que pour ne plus souffrir du reflux gastro-œsophagien qui a échoué au traitement médical, on peut se référer à un spécialiste comme vous, ici au King Faisal, et avoir l'assurance de ne plus souffrir d'une prise en charge. Une prise en charge chirurgicale. C'est merveilleux, parce que beaucoup souffrent de ce problème. C'est pour ça qu'on s'efforce, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place une équipe multidisciplinaire de gastro et de chirurgiens digestifs pour pouvoir manager ce problème de commun accord. Et donc voilà, comme on a dit, une des premières parties est gérée par nos collègues internistes ou gastro-entérologues quand la maladie est légère ou modérée, parce que le traitement médical suffit, ça soulage les malades, donc il n'y a pas nécessité d'aller faire une intervention chirurgicale dans ces cas-là, puisque le traitement médical suffit et le malade ne se plaint plus de rien, tant mieux. Mais il y a des situations, comme on a dit, où quand c'est sévère, où il y a un échec du traitement médical, et bien, dans ce cas-là, nous, chirurgiens, on peut apporter une solution au patient. Alors, une fois que vous êtes dans le ventre du patient, est-ce que vous en profitez justement pour voir s'il y a autre chose et le réparer en même temps? En général, quand on arrive... Parce qu'on a peur de la chirurgie. Non, non. Donc, souvent, avec les examens,
qu'on a préopérateurs qui sont à notre disposition, le scanner et des tas d'autres types d'examens. On sait où on va, on sait déjà ce qu'on trouve dans le ventre, on sait où on va. Donc souvent, ce qu'on peut faire, c'est que pendant l'intervention, des patients qui ont été opérés d'une opération antérieure créent ce qu'on appelle des adhérences et on en profite pour les libérer. Mais souvent, quand on y va, si par exemple c'est une dame qui a d'autres problèmes ovariens ou peu importe, on le sait avant l'opération. Donc souvent, s'il faut le faire dans le même temps, on peut associer nos collègues gynécologues. Mais c'est très rare d'arriver et de découvrir quelque chose. Bien entendu, pendant qu'on est en intervention, puisqu'on est dans le cavité abdominale, on fait ce qu'on appelle un checking. On regarde un peu partout pour être sûr que tout se passe bien. Alors docteur, une des dernières questions, souvent aussi quand les gens, on parle d'ulcère de reflux gastro-œsophagien, les gens pensent souvent au cancer. Oui, donc comme on a dit, puisque la muqueuse de l'œsophage n'est pas faite pour recevoir de l'acide, et bien quand cette muqueuse due au reflux gastro-œsophagien est exposée sur le long terme, et bien cette œsophagite, cette inflammation de la muqueuse œsophagienne, du bas œsophage, et bien de façon chronique et au long cours, cette muqueuse se transforme pour s'adapter à cette acidité permanente. Et bien, il y a une métaplasie intestinale qui se fait, donc la muqueuse de l'estomac vient remplacer la muqueuse de l'œsophage. Et dans certains petits pourcentages, cette muqueuse est susceptible de se cancériser. Donc ça se transforme, ça devient un œsophage de Barrett, non de l'acquiœsophage de Barrett, et il y a un pourcentage qui se transforme en cancer. Et vous êtes aussi le spécialiste de cette phase. Voilà, donc comme on est une équipe multidisciplinaire, on a mis en place ici au King Faisal et au Rwanda, dans les différents grands hôpitaux, des équipes multidisciplinaires pour prendre en charge ces pathologies cancéreuses. Donc on aura, j'espère, l'occasion de pouvoir en parler ultérieurement de toute la cancérologie digestive qui est gérée de façon multidisciplinaire avec nos collègues gastro-entérologues, oncologues et tout le reste. Donc on a une prise en charge bien entendu de ces situations-là. D'où la nécessité de pouvoir, quand les gens ont des symptomatologies au long cours, de consulter et de faire une fibroscopie, une gastroscopie par nos collègues gastro-entérologues ou endoscopistes. Donc justement, vous venez de conclure, j'allais demander quels conseils vous donnez pour que les gens évitent d'arriver à ce stade de cancer quand ils ont ces différents symptômes. Eh bien, c'est de consulter. La première des choses, c'est de consulter parce que sur le marché, on se rend compte qu'il y a ces médicaments antiacides sont en vente libre à disposition, dont les gens en consomment à la demande parce que ça a servi mon oncle, mon frère ou mon ami, ça l'a aidé. Ah, qu'est-ce que vous avez pris? J'ai pris ceci, ça m'a aidé. Donc, on fait de l'automédication. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Donc, devant ce genre de symptômes, il faut mieux consulter. La première chose à faire, c'est de consulter un médecin. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un interniste, idéalement un gastro-entérologue. Et en fonction de l'anamnèse, de l'examen, de l'interrogatoire, on va pousser les examens nécessaires. Donc, évidemment, si on a affaire à un jeune de 20 ans, on ne pense pas tout de suite à un cancer. Mais à partir d'une certaine tranche de la population, eh bien, le risque de cancer évolue, augmente avec l'âge. Donc, devant un certain type de pathologie, de symptomatologie, on est amené à pousser le diagnostic des examens pour pouvoir être sûr qu'on ne passe pas à côté d'un problème qui peut être très grave. Surtout, vous avez parlé aussi d'automédication. Il y a certains médicaments qui peuvent favoriser justement ces reflux gastro-œsophagiens, je pense. Ah oui, il y a certains. Donc, tout ce qui peut agir sur la relaxation de ce sphincter, puisque c'est comme un muscle sphincter qui reste fermé, tout ce qui peut relâcher ce sphincter va favoriser ce reflux gastro-œsophagien. Ce n'était pas des médicaments, souvenez-vous, on en a parlé au début en disant par exemple le café, l'alcool, le tabac, les boissons gazeuses, parce qu'avec le gaz qu'il y a, ça augmente la pression au niveau de l'estomac, et quand il y a la pression, ça remonte plus facilement. Et donc voilà. Donc il faut déjà commencer à essayer d'éviter ces aliments qui favorisent les repas épicés. Et l'automédication. On insiste. Bien entendu.
Merci beaucoup, docteur. On se dit à très bientôt pour tous vos conseils. Merci encore et merci pour toutes ces questions. En espérant qu'on contribue à ce que les choses évoluent de façon très positive. Il faut consulter dès qu'il y a des possibilités, c'est accessible. Donc il faut consulter, il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux être consulté une fois de trop qu'une fois trop peu. Tout à fait. Et éviter d'arriver tard à l'hôpital devant le médecin. Nous venons de terminer avec le docteur Augustin de King Faisal Hospital à Kigali. Vous avez écouté tous les conseils, vous avez l'assurance d'avoir une très bonne prise en charge dans cet hôpital avec tous ces spécialistes. Merci encore.